Allez, sans plus tarder, il est donc temps d'accueillir notre dernier invité. Il a 26 ans, vous l'avez découvert en 2015 sur Internet à travers ses vidéos dans lesquelles il décryptait l'actualité. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube, 3 millions sur Instagram, 5,5 millions sur TikTok. Et depuis peu, il est aussi sur France 2. Mais c'est très bien, merci. Bonjour Hugo Traverse, merci de l'applaudir et merci à Didier Siamour de me rejoindre pour cette entrevue. Et moi, je vais taper l'incruste. Mais bien sûr, Didier, évidemment. Réinventer l'information, c'est l'un des thèmes de cette nouvelle édition de Médias en scène. Vous êtes l'un de ceux qui, depuis bientôt 10 ans, réinventent cette information et cette façon dont on la raconte. Les choses sérieuses ont vraiment commencé en 2015 lors de votre entrée à Sciences Po. Vous avez lancé votre chaîne YouTube Hugo Décrypte avec, à l'époque, des petites vidéos de 5 à 10 minutes pour résumer un fait d'actualité. Le succès est arrivé rapidement. Vous avez eu accès aux hommes et aux femmes politiques pendant les campagnes présidentielles. Aujourd'hui, vous proposez différents formats sur les différentes plateformes, toujours avec l'idée de vulgariser, de décrypter l'information et de parler aux plus jeunes, mais plus seulement. Et surtout, vous n'êtes plus seul aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes derrière vous, c'est cela, pour vous épauler. Et fort de cette réussite, vous avez été recruté par France 2, on en a parlé cet après-midi, on a parlé de vous avec Stéphane Sibon-Gomez, pour proposer donc l'interview face cachée, l'un de vos formats qui est arrivé à la télévision. Le premier numéro a donc été diffusé fin octobre avec Thomas Pesquet, et le prochain arrive le 3 décembre avec Virginie Efira. Petite question d'abord, en passant à la télévision, est-ce que vous n'avez pas peur de vous ringardiser un peu, Hugo ? Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Non, pas du tout peur de me ringardiser ou quoi que ce soit. Je pense que c'est... En fait, ce qui est intéressant sur ce format-là, c'est qu'on a du coup une co-diffusion, que ce soit sur du coup France 2, qui diffuse sur France.tv aussi, et sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on avait nous, c'est un format qu'on voulait pousser, qu'on voulait développer. Mettre plus de moyens dedans, permettre aussi de le porter à un public plus large, donc pas juste ceux qui nous suivent sur YouTube, mais aussi typiquement un public à la télévision et sur France 2. Et en fait, en réalité, le contenu, alors il est à tout point de vue, il est mieux que l'an dernier parce qu'on a plus de moyens, plus de travail en amont, en moyens de production aussi. Il est porté plus loin, mais autrement, l'ADN du format reste le même. Et alors, je me suis posé la question, honnêtement, en annonçant qu'on allait travailler avec France 2, de la façon dont ça allait être perçu par ceux qui nous suivent. Et en fait, les retours étaient très bons. Il y a toujours eu des commentaires, il y a eu quelques commentaires de gens qui se disaient « Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que du coup, tu vas perdre ta liberté sur tes contenus ou je ne sais quoi ?» Et je pense qu'une fois qu'on explique que non, en fait, c'est juste l'idée de porter ce contenu plus loin. C'est toujours préparé par moi avec mon équipe. Et donc, ça se passe super bien. Donc, non, c'est cool. Parce que vous avez bénéficié aussi d'une forme de défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Donc, aller à la télé, il y avait un peu cette prise de risque-là, de se dire, oui, effectivement, il bascule dans quelque chose d'un peu différent de ce qu'il a pu faire. Ouais, c'est clair, je pense qu'il y a une question de réflexe pour pas mal de personnes qui n'ont pas le réflexe d'aller dans des médias plus traditionnels, sur la forme, comme d'ailleurs en termes de marque média, et qui du coup se tournent vers d'autres, sur les réseaux sociaux ou près d'autres journalistes. Donc il y a une forme de réflexe qui a évolué évidemment avec notre génération, et pas que notre génération maintenant. Il y a aussi une question de défiance, comme vous le dites, qui peut être présent chez certains. Une défiance qui parfois est justifiée dans le sens où il y a des critiques, un regard critique qui peut être adressé sur les médias et qui je trouve est intéressant dans certains cas, qui parfois est simplement juste une méconnaissance aussi de ce qui peut se faire à la télévision. Parfois j'ai des commentaires intéressants de gens qui disent ah, sur ce sujet quand même les médias en parlent pas, etc. Enfin, moi, je regarde de tout, des choses sur les réseaux, des choses auprès de médias plus traditionnels. Et parfois, le sujet est évoqué, c'est juste que y a un décalage, encore une fois, en termes d'usage. Donc voilà, et après, une fois qu'on a dit ça, moi, à partir du moment où je considère qu'il y a une vraie synergie, un vrai pont à construire entre France 2 et cette émission-là avec nous sur Hugo Décrypte, que je vois qu'en plus, on garde cette liberté-là et qu'on peut le porter plus loin, il n'y a pas de raison que je dise non, et au contraire, il y a plus un travail d'explication à faire auprès du public, mais encore une fois, ça a été très bien reçu. Donc voilà. Alors, cet après-midi, on s'est beaucoup posé la question comment réinventer la télé, réinventer le divertissement, l'information. On voit que les télés ont beaucoup eu le réflexe de se tourner vers ce qu'on appelle les créateurs de contenu, dont vous faites partie. Est-ce que vous avez été sollicité par d'autres chaînes également? Et est-ce que c'est vous qui avez proposé quelque chose et qui avez envie de garder la main sur ce que vous alliez produire en télévision?
En fait, ça s'est fait assez naturellement et assez facilement. Dans le passé, j'avais déjà travaillé avec une autre chaîne de télévision, c'était LCI à l'époque. Ça remonte, hein, c'était en 2017, 2018. Ouais, je devais avoir. On vous avait reçu à Média en scène là-dessus. C'est On possible, en oui, avait effectivement. parlé, en effet. Effectivement, c'est possible. Et donc c'était ça faisait 2 ans que j'avais la chaîne. On devait avoir peut-être 200 000 abonnés ou pas beaucoup plus. Ce qui était cool à l'époque, c'est que LCI me disait, et Thierry Tullier, à qui j'ai changé à l'époque, me disait non, on aime ton contenu, on aime ce que tu proposes sur la chaîne. Ce qu'on te propose, c'est que on puisse diffuser à l'antenne, donc sur LCI, en télé, ce que tu fais sur YouTube. Et de ton côté, tu peux aussi le poster sur YouTube. Et la chance que j'avais pour moi, c'est que moi, j'ai jamais vu ma chaîne comme un tremplin vers des médias plus traditionnels. J'ai toujours voulu construire ça avec mon équipe après, qui est venue au fur et à mesure. Et c'était une façon parfaite de développer nos contenus, de travailler avec un média. Et c'est un peu la même réflexion ici aussi, c'est que à partir du moment où France Télévisions était ouvert à l'idée qu'il y ait cette forme de codiffusion et de travail ensemble, en fait, moi, c'était un impératif de mon côté parce que c'est un format qui est né sur les réseaux sociaux et je voulais qu'il reste accessible pour ceux qui me suivent sur YouTube. Mais ça permettait aussi, encore une fois, à un autre public de le découvrir, quoi. Mais comme quoi, c'est pas incompatible. Excusez-moi, Benjamin. Comme quoi, c'est pas incompatible. Il y a quelque chose. Quelle est la vidéo la plus regardée sur Hugo Décrypte? C'est une émission de télé, puisque c'est quand vous aviez participé à l'émission politique avec Marine Le Pen. Il y a quand même plus de 4,5 millions de views, comme on dit, ou de vues dessus, avec ce que j'ai dit à Marine Le Pen sur France 2. Donc on voit que c'est une émission télé qui est la plus regardée dans vos vidéos. Ouais, c'était en 2019, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand j'étais face à Marine Le Pen sur la question des fausses informations dans l'émission politique à l'époque sur France 2. Donc non, c'est vrai, et je pense que c'est... En fait, quand on parle de décalage entre réseaux sociaux ou contenu sur les réseaux sociaux et médias plus traditionnels, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. C'est-à-dire que en réalité, oui, il y a certains contenus qui sont sur TikTok, par exemple, qui n'ont aucun intérêt à l'antenne, même sur une chaîne d'info, je ne sais quoi, ça ne fonctionnera pas, ça n'a pas de sens, c'est pas le même usage. Et à l'inverse, une interview comme le format d'interview face cachée, ça a complètement sa place. Enfin, ça peut en tout cas être diffusé en télévision. L'usage est assez similaire. Nous, on sait que le format d'interview face cachée, il est beaucoup vu, par exemple, en télévision. Donc en télévision, j'entends sur YouTube, mais sur l'application YouTube sur votre télévision, ou en Chromecast ou autre. Et une fois qu'on sait ça, on sait que typiquement, ça peut du coup être... Ça se regarde très bien pour quelqu'un qui regarde France 2, par exemple. Vous l'avez dit justement, beaucoup de formats très différents aujourd'hui sur différentes plateformes aussi, TikTok, Instagram, YouTube, j'en ai pas oublié, Twitch. Il y a Twitch aussi. Podcast. Voilà, le podcast, Spotify. Comment vous réfléchissez à tout ça? Comment vous avez fait évoluer ces formats? À quel moment vous avez dit, tiens, ça, on peut faire ça, ça, non, ça marchera pas? Je pense qu'au tout départ, il y a l'idée de se dire que chaque réseau social peut réellement être une plateforme d'information. Et aujourd'hui, ça paraît assez évident parce que globalement tous les médias sont sur tous les réseaux ou presque. Mais à l'époque, moi je vois YouTube, je vois qu'il y a des youtubeurs, je sais pas, il y a des Squeezie, il y a plein de youtubeurs sur plein de domaines différents. Il y a des youtubeurs aussi qui font de la vulgarisation sur l'histoire, la science, plein de sujets là aussi différents. Mais en matière d'actualité, globalement, c'est le néant, quoi. Il y a l'AFP qui diffuse à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais qui diffuse juste leurs archives de reportages. Il y a mais c'est tout globalement. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais. Et donc je me dis moi je passe du temps sur YouTube. C'est pas logique entre guillemets qu'il n'y ait pas de contenu d'information sur YouTube avec une approche journalistique. Pareil sur Instagram. À l'époque, je suis encore étudiant. Je me dis c'est assez simple. Je vois que j'aurai pas le temps de faire une vidéo par jour sur YouTube parce que juste sinon je vais pas tenir, quoi. J'ai 4 ans d'études encore devant moi, quoi. Par contre, je vois que Instagram c'est plus facile à faire. Certes, c'est des photos de base, mais tu peux aussi mettre du texte sur Instagram. C'est beaucoup plus facile pour moi au quotidien de faire des formats d'actu du jour sur Insta que je vais pouvoir préparer au quotidien plutôt que de écrire, tourner, monter, enfin gérer toute la prod et post-prod d'une vidéo qui prend du temps. Donc en 2017, je me dis pour faire un suivi de l'actualité au quotidien, on va aller sur Instagram. On va partir du principe qu'Instagram peut être aussi une plateforme d'information et pas juste du coup une plateforme pour partager des photos. Et à partir de là, on a commencé à suivre. Même chose sur TikTok, même chose sur tous les réseaux où on essaie d'aller au-delà de l'a priori qu'on peut avoir sur chaque réseau social. Et comment vous travaillez aujourd'hui justement? Vous n'écrivez pas tout seul? Non, on est 23 dans l'équipe, moi inclus, et donc il y a notamment 13 journalistes qui sont sous la convention de journalistes, qui ont la carte de presse, etc. aujourd'hui. Et ces journalistes-là, ils travaillent avec moi du coup sur la préparation de tous les contenus.
Typiquement, sur les actus du jour qu'on fait sur YouTube et en podcast, il y a 3 journalistes en général qui travaillent avec moi sur ce format-là. Mais forcément, c'est un rythme assez important parce que c'est un format quotidien qu'on sort le soir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, on avait une spécialisation par format. Et pourquoi est-ce qu'on avait une spécialisation par format plutôt que par thématique? Parce qu'on voyait, que ce soit dans les candidatures qu'on avait, de journalistes qui nous rejoignaient, ou même au sein de l'équipe, que tu pouvais être très bon sur TikTok, pour faire des contenus courts sur TikTok, mais je ne vais pas dire très mauvais, mais moins bon sur YouTube, parce que juste, c'est pas pour faire une interview ou autre, c'est pas la chose sur laquelle tu te sens le mieux, sur laquelle tu es le meilleur. Et donc il y a beaucoup de spécialisation quand même par format, mais de plus en plus aussi on commence à avoir une spécialisation par thématique parce que au fil des mois et des années au sein de l'équipe, il y a des journalistes qui commencent à couvrir plus spécifiquement certains sujets et qui du coup peuvent apporter un regard intéressant dessus. Et comment on choisit un sujet? Alors l'actualité s'impose forcément, elle pose certaines choses, mais après il y a quand même énormément de sujets. Généralement vous travaillez un sujet en particulier sur le fond. Comment vous le choisissez? Comment l'équipe le choisit? J'imagine que vous n'êtes pas tout seul. Ouais, non, c'est évidemment le choix le plus important, notamment, c'est dans les actus du jour qu'on fait sur YouTube et un podcast. Il y a plusieurs critères qui sont quand même qui sont présents. J'en vois 3 qui ne sont pas forcément tous indispensables, mais qui sont des critères qu'on prend en compte. Le premier critère, c'est est-ce qu'un sujet est intéressant? On va voir après ce que ça veut dire. Est-ce qu'un sujet est important? Et est-ce qu'un sujet est concernant? On peut mettre ce qu'on veut derrière ces mots-là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains sujets qui, selon moi, cochent ces 3 cases. Quand on parle de la pandémie de Covid et du premier confinement en 2020, c'est un sujet qui est concernant parce qu'on parle du fait de rester chez soi. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses à expliquer et à analyser là-dessus. Et c'est un sujet qui est évidemment important, étant donné l'impact sur tout ça. Parfois, il y a des sujets qui sont pas forcément concernants, mais qu'on considère évidemment essentiels à traiter et qu'on va du coup pousser tellement ils sont importants et tellement ils sont intéressants sur le fond. Ça, c'est souvent le cas sur des sujets d'actualité internationale. Je pense que 75% des sujets qu'on met à la une de nos formats d'actu du jour, par exemple, c'est de l'actualité internationale. Encore plus en ce moment, mais même en règle générale, on parle beaucoup de conflits dans le monde, de situations géopolitiques, économiques dans d'autres pays. Et on voit que les retours sont ultra positifs. Et typiquement, si on devrait faire un parallèle un peu caricatural entre parler d'un conflit à l'autre bout du monde qui paraît peu concernant, mais il y a plein de choses à expliquer et à montrer en termes d'enjeux, et parler d'une polémique sur l'actualité politique française, sur un débat sur une petite phrase ou autre, on voit qu'il y a un intérêt beaucoup plus fort pour les sujets inter. Donc voilà, on joue un peu sur ces 3 critères-là. Est-ce que les algorithmes sont une limite pour vous? Vous vous dites, ça, on va peut-être pas le tenter parce que ça va pas plaire à Instagram ou ça va pas plaire à TikTok? Pas tant que ça, dans le sens où ça pourrait être un frein si on n'avait pas des façons de le déjouer un peu. Je pense que ceux qui nous suivent sur YouTube ou autre, ou même sur TikTok, peuvent le voir. C'est-à-dire que c'est des plateformes qui peuvent être soit démonétisées, soit baisser la visibilité. En tout cas, on le soupçonne selon les sujets. Si les sujets sont jugés sensibles, en fait, une plateforme peut se dire oula, on ne sait pas en fait si ce créateur de contenu ou ce journaliste ou ce YouTuber véhicule une fausse info, une vraie info. Donc, dans le doute, on va faire attention à ça. Et de notre côté, du coup, vous l'avez sûrement déjà vu, on utilise des astérisques sur pas mal de mots importants, ce qui parfois donne des titres, on dirait des messages codés, un peu le truc. Mais ça nous permet de traiter tous les sujets. Et globalement, franchement, on se restreint pas en termes de choix de sujets. Et franchement, ça se passe bien là-dessus, quoi. Alors, dans vos vidéos, il y a des partenariats également. Donc, c'est une forme de commercialisation pour vous aussi. Comment on choisit ces partenariats? Est-ce qu'il y a des limites, des seuils qu'on ne veut pas franchir? Comment vous faites ce choix? Oui, bien sûr. Il y a des critères qui sont ultra importants. Alors, il faut savoir que les partenariats, etc., sont gérés pas par les journalistes de l'équipe, évidemment, mais par l'équipe. On a une équipe commerciale à côté qui gère, du coup, cette dimension-là. Et là-dessus, évidemment, on a, nous, de notre côté, une responsabilité importante. C'est essentiel, de notre côté, aujourd'hui, de le faire pour pouvoir développer, avoir cette équipe et pouvoir proposer tous les contenus qu'on fait. Mais je pense que de la même façon que d'autres médias peuvent faire ce genre de contenu avec des marques, c'est fait par une équipe à côté. Il y a surtout un enjeu dans le choix des marques en question ou autres avec qui on pourrait travailler, sur les sujets qui vont être traités, sur la façon dont c'est traité. Et donc, c'est un élément, je pense, qui est assez important. Et je pense que sur le plus long terme, nous, on a un enjeu, une volonté de
moins reposer sur cette dimension, sur ce travail cette dimension publicitaire. Et donc ça peut passer par le développement de formats plus longs, de formats de documentaires qu'on est en train de développer. Typiquement sur un format de documentaire, la réflexion va être de se dire, étant donné que sur ce genre de choses, on ne veut pas forcément avoir un partenaire ou autre qui vient financer la vidéo, on fait le choix de soit le proposer de façon payante, à minima en avant-première pour ceux qui voudraient le suivre, soit on travaille avec un autre média pour co-construire tout ça, soit on organise des projections pour avoir une autre forme de financement sur tout ça. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais sur lesquelles on travaille en ce moment. Et justement, en termes de financement, à l'heure où l'on pointe un peu la concentration des médias, comment vous fonctionnez, vous, aujourd'hui ? Comment nous on se positionne en tant que média ? Non, vous sur le financement, comment vous êtes aujourd'hui financé ? on est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas eu de financement externe. Je pense que ça tient aussi à la spécificité du développement qu'on a eu de la chaîne. C'est-à-dire qu'au début, quand je me suis lancé, j'étais tout seul. J'étais étudiant en parallèle. J'avais pas eu cette dynamique de me dire je vais lever des fonds pour ensuite espérer un jour trouver un modèle économique sur ce que je faisais. Et ça veut dire que dès que j'ai fait des vidéos YouTube quand je pouvais faire des vidéos sur YouTube, j'ai fait des contenus sur Instagram. Bon, Instagram, c'est pas ce qui coûte le plus cher à produire, mais j'ai fait des contenus sur Instagram quand je savais que j'avais les moyens de le faire. J'ai recruté mon premier journaliste au bout de 3-4 ans, quand je sentais que pour me développer, c'était nécessaire, et en même temps, je sentais qu'on faisait suffisamment de vues sur YouTube pour avoir suffisamment de pubs qui s'affichaient pour en fait pouvoir payer un premier journaliste. Donc ça veut dire que les réseaux vous financent entièrement ? Ouais. En fait, on a entre ça et le travail qu'on peut faire avec des marques et le développement, là, de plus en plus, je disais, d'autres projets de production ou autres, on arrive à financer l'équipe et on n'a pas levé de fonds ou quoi dans ce cadre-là. Ça fait maintenant quelques années que Hugo Décrypte s'est lancé. Et forcément, vous avez pris de l'âge, vous avez pris de l'expérience. Votre public vieillit aussi. Il s'est passé plein de choses sur les réseaux sociaux. Comment on essaie de s'adapter justement à l'évolution de ce paysage ? Je ne suis pas sûr qu'il vieillit tant que ça. Enfin, il y a évidemment une partie du public qui a vieilli. On va dire mûri. Non, mais je pense En fait, ce qui est marrant, c'est que les moyennes d'âge des personnes qui nous suivent dépendent surtout du réseau social sur lequel ils sont, et pas tant des sujets qu'on aborde ou de l'évolution au fil des années de ce qu'on fait. C'est quoi à peu près l'âge par plateforme ? Le cœur de notre audience, c'est entre 18 et 24 ans. Donc c'est lycéens, étudiants, surtout étudiants. Mais en fait, quand on rentre dans le détail, on voit que YouTube, c'est plus âgé que ça. Alors il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi beaucoup de trentenaires et bien au-delà. Quand on voit par exemple TikTok, on sait que le public est beaucoup plus jeune. Alors TikTok ne donne pas les chiffres détaillés sur les tranches d'âge sur les mineurs, mais on sait qu'il y a beaucoup de collégiens, lycéens notamment, qui peuvent nous suivre sur TikTok. Et du coup, en fait, l'arrivée d'un nouveau réseau social comme TikTok, en réalité, c'est arrivé il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, on est vraiment arrivé dessus. Et ça a fait, je pense, en 1 an et demi, baisser notre moyenne d'âge à l'échelle de tout ça. Et je pense que ça tient à 2 choses, notamment au fait qu'on a, en réalité, le contenu qu'on fait, certes, il est suivi beaucoup par des jeunes parce qu'on est sur les réseaux sociaux, mais pour autant, c'est pas un contenu pour les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas il n'y a pas des codes qu'on pourrait attribuer spécifiquement aux jeunes. Dans les choix des sujets, on parle de la situation au Proche-Orient tous les jours. On a des sujets qui sont assez similaires dans certains cas à ce que d'autres médias pourraient faire. Donc il n'y a pas de quelqu'un qui arrive, qui a 60 ans, qui tombe sur la chaîne YouTube où sa fille ou sa petite fille lui fait découvrir et qui se met à regarder. A priori, il va pas se dire oula, c'est pas pour moi. Il y a un truc qui va pas, quoi. A priori, ça devrait se faire. Avant de passer aux questions du public, parce que je me doute qu'il y a beaucoup de questions vu la demande qu'il y avait déjà avant votre arrivée. Lorsque vous avez interviewé le président de la République au mois de septembre, Télérama vous a reproché d'avoir justement un peu adopté les codes de la vieille télé. Vous êtes fait avoir par la communication politique. Avec le recul, vous en pensez quoi ? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par communication politique ? Le président est arrivé avec ses éléments, il les a servis et que finalement il y a eu un jeu qu'on retrouve habituellement à la télévision. Ouais, je trouve ça très, très discutable parce qu'on a évidemment que le président de la République, quand il va faire une interview, quel que soit le média, quelle que soit la plateforme, quel que soit là où il se trouve, il va là pour faire un exercice de communication politique. Il vient là pour défendre ses idées, défendre son programme, défendre n'importe. Dans notre cas, c'est pareil. L'enjeu de notre côté, c'est de faire en sorte de faire le travail le mieux possible et de répondre et de challenger le politique qui est face à nous sur ces sujets-là. Dans ce cas précis, honnêtement, j'ai pas ressenti qu'on faisait mal ce travail-là. Au contraire, je pense que les retours d'ailleurs
sous les commentaires de l'interview sont ultra positifs et soulignent au contraire qu'on a pu, pendant 30, 40, 45 minutes en début d'interview, parler d'environnement, relancer autant qu'ils pouvaient pour essayer d'avoir des réponses sur des sujets, amener d'autres sujets comme des questions de santé mentale ou autres qui sont importants et rentrer directement dans le dur et essayer d'avoir des réponses sur certaines choses. Alors parfois on en avait, parfois on n'en avait pas. Ça, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est un peu le jeu et c'est dur d'en obtenir. Mais typiquement sur la question des sujets environnementaux, de se dire qu'on peut faire 35-40 minutes là-dessus, relancer autant de fois que possible. Sur la question de l'aviation, je pense qu'il y a eu 5-6 relances avant de passer à autre chose parce que ça commençait à faire long, mais on essayait d'avoir des réponses. Les retours étaient très bons de ceux qui nous suivent et je pense qu'on a essayé de faire le travail le mieux possible. On va passer aux questions de la salle. Eh oui, aux questions de la salle. Je pense qu'il y a quelques personnes qui aimeraient poser des questions. À droite, on commence à droite. Bonjour, Juliette Milierina, je suis en école de journalisme chez Narrative dans le 13e, pardon, je bafouille. En fait, on a parlé de vous en cours il y a quelques semaines sur le traitement que vous avez pu avoir face à Emmanuel Macron dans votre entretien et le traitement que vous avez eu face à Marine Le Pen en 2019 sur l'émission politique de France 2. Et on s'est posé la question tout à l'heure en se disant qu'en 2027, lors des prochaines élections présidentielles, si l'extrême droite passe, est-ce que vous allez donner le même traitement de faveur à Marine Le Pen à ce moment-là ? Alors juste pour le contexte, pour que tout le monde ait le contexte, 2019, c'était du coup dans l'émission politique dont on parlait tout à l'heure avec Léa Salamé, qui présentait à l'époque, sur la question des fausses informations, où il y avait 10-15 minutes face à elle, sur la question des fausses infos qu'elle propageait. Je ne saurais même plus vous dire le sujet à l'époque, mais il faudrait regarder la vidéo. Et Emmanuel Macron, du coup, c'est plus récent. Nous, on ne sait pas honnêtement ce qu'on fera en 2027. À tout point de vue, c'est-à-dire que en termes d'interview, en termes de façon d'approcher les interviews des candidats, on sait que ça a été très suivi en 2022. Ça a permis, je pense, à plein de gens de mieux connaître la vision de chaque candidat sur ces sujets-là. Je pense que de notre côté aussi, forcément, l'équipe s'est étoffée, notamment par rapport à 2017. Donc, on a fait en sorte de préparer avec mon équipe de journalistes chacune des interviews. Pour moi, le format d'interview, et d'ailleurs, quel que soit le candidat, il a ses avantages, il a aussi ses limites. Et l'une de ses limites, c'est qu'évidemment, on fait face à un candidat, et c'est beaucoup plus le cas d'ailleurs pour des politiques que pour des invités culturels ou autres, qui évidemment peut faire de la langue de bois, qui évidemment peut diffuser des fausses informations dans le cadre d'une interview. C'est ce qui fait qu'il y a une responsabilité d'autant plus importante. Donc, pour répondre sur 2027, on verra ce qu'on fait. Franchement, on n'en a pas, d'ailleurs, on a encore un peu de temps, mais on n'en a pas parlé avec l'équipe en détail. En gros, ça dépendra du format, peut-être ? De quoi ? Ça dépendra du format, peut-être ? Ouais, ça dépendra du format. Et en fait, se dire quelle est la meilleure façon d'aider ceux qui nous suivent à être conscients des enjeux qui se posent lors d'une élection comme celle-ci, des visions de chacun des candidats. Un des éléments peut-être qui a manqué, je trouve, sur le format qu'on a fait en 2022, c'est que, alors sa force, c'était qu'on était complètement porté sur le programme des candidats. Donc en fait, c'était vraiment l'objectif. On se disait, on n'est pas sur la réaction de tel ou tel élément d'actualité qui s'est passé la veille, on est sur le programme des candidats, on le regarde, on se plonge dedans, on pose des questions dessus, on relance pour essayer d'avoir des précisions sur les choses. Et je pense que c'était important et essentiel à faire. Mais il y a d'autres aspects du coup qu'on a moins, d'un point de vue plus large sur chacun des candidats. Bref, longue réponse, mais on va voir ce qu'on fait en 2027. Honnêtement, pour l'instant, on est en train de réfléchir au meilleur format. Vous serez plus succinct sur la prochaine réponse, j'en suis sûr. On va prendre une question à gauche. Non, au centre, finalement. Au centre, il faut faire comme dans c'est ça, politique, on va balayer un peu tout le paysage. Alors, merci beaucoup. Je m'appelle Lisa Ferreira et j'ai 21 ans. Je suis donc une jeune aux yeux de la plupart des gens. En tant que jeune, Hugo, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à asseoir votre crédibilité au point d'arriver à interviewer des grosses têtes et à arriver à la télévision. Non, grosse question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas l'impression que fondamentalement mon travail au départ et notre travail maintenant a évolué au fil des années. C'est-à-dire que, évidemment, on a plus de moyens, on fait plus de formats, on fait plus de choses. Enfin, ça, c'est voilà. Mais globalement, l'approche que j'avais dans ma première vidéo il y a 8 ans, c'est la même approche que celle que j'ai aujourd'hui, de me dire, il y a des sujets qui sont importants. On va avoir une approche journalistique sur ces sujets avec des codes liés aux réseaux sociaux qu'on connaît. Donc à l'époque, c'était YouTube. Et on va essayer d'expliquer le mieux possible en 10-15 minutes
je sais pas, le conflit en Syrie ou le conflit entre les VTC et les taxis et tout ça. Donc ça, en réalité, j'ai pas le sentiment que mon travail ait tant changé que ça. Par contre, on a évidemment plus de moyens et une équipe de journalistes importante pour le faire. Par contre, le regard, notamment de médias plus traditionnels, a lui évolué au fil du temps, je pense. Pas complètement, mais quand même évolué au fil du temps. En réalité, ce qui est assez vicieux, c'est que j'ai l'impression que cette crédibilité ou légitimité, quel que soit le terme, elle vient souvent avec l'audience, alors que c'est tout sauf un bon argument pour juger de la légitimité ou de la pertinence de quelque chose. En réalité, quelqu'un pourrait avoir des millions d'abonnés et pas du tout pertinent sur un sujet, et inversement. Donc, pour les politiques, ça s'était fait comment ? Les politiques, ça s'est fait... alors, en 2016-2017, j'avais fait quelques interviews de politiques. Globalement, pas grand monde, c'était pas les plus gros candidats, et c'était... c'était quelques interviews. Mais on voit déjà, même à l'époque, j'avais notamment interviewé Bruno Le Maire, qui était candidat aux primaires de 2016 pour la droite, avec les Républicains. Je ne sais plus si ça s'appelait déjà les Républicains, mais bref, pour les Républicains. Et à l'époque, lors de l'interview, il s'était lâché, pendant l'interview, il lâche un truc en mode... moi, je veux que les jeunes ils se disent putain, être français, c'est la classe. Et il lâche comme ça un truc avec 2-3 gros mots en une phrase, en se disant peut-être, je sais pas, alors soit il s'est juste lâché, soit il se dit c'est un public jeune, donc il faut être un peu différent du mood sur un plateau. Donc peut-être que lui, typiquement, avait un regard, ou son équipe avait un regard différent sur ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, à l'époque, les politiques que j'interviewais, à la fin de chaque interview, disaient mais en fait. C'est sérieux l'interview, dans le sens, je sais pas, il n'y a pas de vanne ou il n'y a pas un on les avait briefés pour faire Jones. Ouais, c'est ça. Et donc, t'es un peu surpris du truc. Aujourd'hui, si Bruno Le Maire revient sur la chaîne, il va pas lâcher 3 gros mots et dire salut les jeunes. Enfin, je pense pas. Donc parler de légitimité, je pense que ça vient de fait avec l'audience, alors que c'est pas forcément l'argument le plus pertinent. Moi, ce que je dis juste, et je terminerai peut-être là-dessus, ce que je dis juste avec aux journalistes de l'équipe qui parfois se posent la question de se dire mais comment est-ce que notre travail est vu, y compris par d'autres journalistes ou quoi. Déjà, auprès de ceux qui nous suivent, la question ne se pose pas. S'ils nous suivent, c'est qu'ils nous font un minimum confiance pour faire notre travail le mieux possible. Et je leur disais, du côté des journalistes, vous posez pas la question, parce que si on se posait la question si moi je m'étais posé la question en 2015, j'aurais pas lancé une chaîne YouTube, j'aurais pas lancé un compte sur Insta, j'aurais pas lancé un compte sur TikTok, j'aurais sûrement attendu la fin de mes études pour commencer à bosser dans un média, puis ensuite éventuellement lancer quelque chose, et j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc à nous d'être sérieux sur notre travail le plus possible, et après voilà quoi. Merci beaucoup Hugo Traverse. On va créer beaucoup de frustration, je suis désolé, mais on est plus tard le temps. On doit s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi pour cet échange. Merci beaucoup.